Bonjour à tous, dans ce cours numéro 11, nous commençons le module qui va s'intéresser aux sources d'énergie et nous allons dans ce cours plus précisément nous intéresser aux sources d'énergie qui ne sont pas renouvelables, c'est-à-dire les sources d'énergie qui sont utilisées plus rapidement qu'elles ne sont recréées sur Terre. Alors pourquoi on parle de sources d'énergie? Eh bien, il va falloir faire un petit retour rapide sur le cours qu'on avait abordé en électricité et en électromagnétisme. Rappelez-vous de la règle de la main droite. Qu'est-ce que nous disait la règle de la main droite? C'est qu'un courant électrique dans un fil crée un champ magnétique autour du fil. Alors, eh bien, l'inverse est vrai aussi. Donc, si on fait tourner un aimant autour d'un fil, donc si on fait bouger un aimant, alors il y a un courant électrique qui se crée dans le fil. Donc, les deux phénomènes sont l'opposé l'un de l'autre, mais ils sont tous les deux vrais. Donc, un courant électrique dans un fil crée un champ magnétique et le mouvement d'un aimant à côté d'un fil crée un courant électrique. Alors, le fait de créer un courant électrique en faisant bouger un aimant, comme vous voyez dans l'image 2 ici, on voit un aimant qui se fait tourner par un filet d'eau et il y a un courant électrique qui circule dans le fil. Et bien ça s'appelle l'induction électrique. Alors, il y a plusieurs possibilités. L'ingénierie a mis en place différentes méthodes pour faire tourner des fils autour d'aimants ou d'aimants autour de fils. L'important, c'est de comprendre qu'il suffit qu'il y ait un mouvement autour d'un aimant. Soit on fait bouger les fils, soit on fait bouger les aimants, mais on va pouvoir faire passer un courant électrique dans le fil. Donc, en résumé, en faisant bouger un aimant, on est capable de créer du courant électrique dans un fil. Et c'est ce phénomène qui va être mis à profit dans les centrales électriques. Donc, la méthode pour créer le courant électrique, c'est l'induction. Et ensuite, il va falloir trouver un moyen de faire tourner l'aimant. Donc, dans toutes les centrales électriques, ou presque, on a ce dispositif qui est mis en place, donc une sorte de roue, d'un moulin si vous voulez, qu'on va faire tourner et qui est relié à des aimants. Et donc, lorsque le moulin va tourner, les aimants vont tourner. Et comme il y a un fil électrique autour des aimants, eh bien, on va se retrouver avec un courant électrique qui apparaît dans les aimants. Alors, la zone qui tourne, constituée des aimants la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le rotor, c'est ce qui bouge, qui fait des rotations. Et ce qui ne bouge pas, donc les fils électriques souvent qui sont autour, là en jaune, on appelle ça le stator, donc c'est ce qui est statique, ce qui ne bouge pas. Et la zone ici qui est entraînée donc soit par de l'eau, soit par de l'air, on va en reparler. Donc le moulin, si vous voulez, auquel sont accrochés les aimants, on appelle ça la turbine. Donc toutes les centrales électriques, ou presque, vont en fait avoir un moyen mécanique de faire tourner la turbine, et à la turbine, des aimants sont reliés, et là on revient à l'induction électrique qu'on a nommée précédemment. Donc les différentes centrales électriques dans le monde utilisent ce concept. Et même, on va aller un peu plus loin, c'est que la plupart des centrales électriques dans le monde vont utiliser de l'eau chaude pour faire tourner la turbine. Donc l'eau chaude, c'est facile à faire, il suffit de faire bouillir de l'eau. Donc l'eau va passer à l'état de vapeur, comme vous voyez ici en bleu, et la vapeur sous pression va pousser une turbine qui elle-même est reliée à des aimants, et là on revient à ce qu'on a dit précédemment. Alors ces centrales électriques dans lesquelles on fait chauffer de l'eau, et c'est la vapeur d'eau qui sous pression va faire tourner la turbine, on appelle ça des centrales thermiques, puisqu'elles utilisent la chaleur. Donc, dans ces centrales, qui sont les centrales les plus communes dans le monde, eh bien, il suffit de trouver un moyen de faire chauffer de l'eau. Alors, il existe différentes possibilités. La plus simple, la plus répandue dans le monde, c'est simplement de faire brûler des hydrocarbures, donc soit du pétrole, du charbon ou du gaz naturel. Donc, on fait brûler du pétrole ou du charbon, par exemple, au-dessus duquel on a mis de l'eau. L'eau passe à l'état de vapeur, elle va entraîner une turbine. La turbine va entraîner un rotor. Ça y est, on a du courant électrique. Donc, on peut mettre d'immenses quantités d'hydrocarbures, donc de pétrole ou de charbon, pour faire tourner plein de turbines et créer donc plusieurs sources de courant électrique. Alors, on appelle hydrocarbures tout ce qui contient donc beaucoup de carbone et d'hydrogène, c'est de là que vient le mot hydrocarbure. Et les hydrocarbures sur Terre, eh bien c'est le pétrole, donc qui est liquide, le charbon qui est solide et le gaz qui est gazeux, le gaz naturel. Alors, quels sont les effets positifs, les avantages de ces centrales? Pourquoi on les retrouve partout dans le monde? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est parce c'est très facile de faire de l'électricité en faisant chauffer du pétrole ou du charbon. Donc le pétrole et le charbon est en quantité
assez importante dans le monde. Il est en vente un peu partout. Beaucoup de pays en ont à disposition. Donc, on fait brûler ce pétrole ou ce charbon. Le gaz un petit peu moins, mais c'est possible aussi. Et là, on fait bouillir l'eau et voilà, on a notre centrale électrique. Donc, c'est facile à réaliser. Par contre, immense problème, surtout avec les problématiques environnementales actuelles, eh bien la combustion des hydrocarbures, que ce soit du pétrole, du charbon ou du gaz naturel, ça libère énormément de CO2. Et dans un contexte de réchauffement climatique mondial, eh bien il y a une réflexion à avoir sur l'utilisation de ces centrales, bien sûr. Donc le CO2, c'est un produit de la combustion des hydrocarbures. Alors, retour rapide sur les 3 types d'hydrocarbures. Donc le charbon, c'est le plus abondant, on le retrouve dans des mines de charbon. Il est extrêmement polluant, donc sa combustion est très incomplète, elle libère beaucoup de contaminants. Mais par contre, eh bien, c'est le plus facile à extraire et à utiliser. Alors le pétrole, lui aussi, est relativement polluant dans sa combustion et il est quand même relativement facile à extraire et à utiliser. Le gaz naturel est un peu plus difficile à extraire du sol, vu qu'il est gazeux, il faut qu'il soit dans des poches particulières, mais il pollue un peu moins que les deux autres. Ceci dit, il libère quand même des gaz à effet de serre lorsqu'il est brûlé. Alors, d'où viennent ces hydrocarbures? Eh bien, en fait, ils sont le résultat, comme vous le savez sûrement, de la fossilisation de matière organique il y a plusieurs millions d'années, donc de végétaux et d'animaux enfouis dans le sol il y a plusieurs millions d'années qui se sont fossilisés, et donc c'est cette matière organique fossilisée qu'on retrouve dans les hydrocarbures. Alors, on peut aussi tout simplement faire brûler de la matière vivante récente et non pas fossilisée. Donc, simplement prendre des morceaux de bois, par exemple, ou des déchets verts, et les brûler pour faire chauffer de l'eau. Alors, on va appeler ça des centrales thermiques à biomasse, donc la masse, donc de la masse vivante. Alors, la différence avec précédemment, c'est que on n'est pas dans des énergies fossiles, on est dans de la matière organique qui vient juste d'être coupée, donc des bouts de bois qu'on vient juste de couper, ou des déchets végétaux qu'on vient juste d'extraire. Alors c'est relativement facile, hein, du bois il y en a un peu partout dans le monde. En plus, quand on fait ça bien, on peut valoriser des déchets, tant qu'il y a de les jeter, on peut les utiliser pour faire de l'énergie avec. Par contre, on a le même problème, hein. La combustion du bois et des déchets, ça libère quand même du dioxyde de carbone. Donc on ne résout pas le problème du réchauffement climatique en brûlant du bois. Et le deuxième point très négatif, c'est que certains pays n'hésitent pas à couper des forêts entières pour faire de l'énergie électrique avec. Alors là, la déforestation, elle empire le phénomène de réchauffement climatique, bien sûr, puisque ce sont les arbres qui ont la capacité de recapter le carbone. Donc si elle n'est pas accompagnée d'une reforestation, cette biomasse est très problématique pour l'environnement. Alors, certains pays dans le monde ont mis en place des nouvelles stratégies pour faire de l'énergie, et ces pays utilisent non pas des hydrocarbures, mais des éléments qu'on retrouve dans le sol. Des éléments qui sont très lourds, donc lourds dans le sens qu'ils sont très très gros au niveau atomique, ils ont énormément de protons et des neutrons, et on dit qu'ils sont fissiles. Alors attention, il ne faut pas les confondre avec fossiles. Alors fissile, ça veut dire quoi? Donc il y a essentiellement l'uranium et le plutonium. Eh bien, ce sont des éléments qui peuvent se fissurer, se couper en deux, littéralement. Donc le noyau peut se casser en deux, ou même en plus que ça. Et cette fission atomique, donc de l'atome, libère de l'énergie. Alors c'est ce concept qui est utilisé dans les centrales nucléaires. Alors ça reste des centrales thermiques dans le sens où on fait bouillir de l'eau. La seule chose, c'est qu'au lieu de brûler quelque chose, donc du charbon ou du bois, eh bien on va déclencher des fissions nucléaires. Donc on va obliger des atomes d'uranium à se fissurer. Et en se fissurant, ils vont libérer l'énergie qui va servir à faire chauffer de l'eau. Et ça y est, on a notre turbine qui tourne. Alors les éléments fissiles, c'est très bien au niveau environnemental parce que ça ne libère pas de dioxyde de carbone. Donc l'énergie nucléaire n'est pas une énergie de combustion, donc il n'y a pas de gaz à effet de serre libéré. Les fumées, ce que vous pensez être des fumées ici en haut, là dans les centrales nucléaires, en fait c'est la vapeur d'eau qui est utilisée pour refroidir les réacteurs. Par contre, ça vient avec certains problèmes évidemment, hein. Il y a des accidents possibles, alors c'est déjà arrivé dans l'histoire, hein, des centrales nucléaires qui ont des problèmes assez graves. Et le problème de ce genre d'accident, eh bien, c'est les déchets. Donc les éléments qu'il y a dans les réacteurs sont très radioactifs et ils sont extrêmement problématiques pour l'environnement, dangereux pour la vie notamment. Et pour beaucoup d'entre eux, on ne sait pas trop quoi en faire. En fait, on n'a toujours pas trouvé de moyen de s'en débarrasser de manière efficace. Donc pour l'instant, eh bien, il faut stocker les déchets.
Donc les déchets, on les stocke en profondeur, par exemple, dans des sous-sols, ou alors dans des zones entourées de béton. Mais ces déchets, malheureusement, sont problématiques pendant des milliers d'années. Donc ça, c'est le problème de l'énergie nucléaire. Et évidemment, là, je vous parle de méthodes propres, mais il peut y avoir des méthodes bien plus embêtantes, donc où on se débarrasse littéralement des déchets dans les fonds océaniques. Alors, une petite comparaison énergétique entre les trois les plus utilisés. Donc les équivalences énergétiques, pour 1 tonne de pétrole, on va libérer à peu près autant d'énergie qu'avec 3 tonnes de charbon. Donc on a besoin de 3 fois plus de charbon que de pétrole pour libérer la même quantité d'énergie. Et regardez l'équivalence, donc 1 tonne de pétrole brûlé, ça libère autant d'énergie que 1 gramme d'uranium. 1 gramme, là, c'est ce qu'on retrouve dans la petite capsule ici. Donc c'est extrêmement efficace au niveau énergétique. Alors tout ce qu'on vient de nommer, eh bien, ce sont des sources d'énergie qui ne sont pas renouvelables. C'est-à-dire que elles ont une quantité limitée disponible sur Terre. Une quantité limitée, ça veut dire que la planète ne reforme pas ses ressources aussi vite que nous les consommons. Donc ça prend des millions d'années à fabriquer du pétrole, du gaz naturel ou du charbon. Donc on estime que d'ici 100 ans, on n'aura ni pétrole ni gaz naturel, en tout cas beaucoup moins, et du charbon, on en a encore pour 200 ans. L'uranium, donc on aura fini de l'extraire en une centaine d'années également. Donc il y a quand même urgence à trouver d'autres sources d'énergie, car celles-là ne se renouvellent pas sur Terre, en plus d'être pour la plupart polluantes pour le réchauffement climatique notamment. Eh bien, de toute manière, elles ne se renouvellent pas. Voilà pour ce premier cours.